check, le truc avec les entonnoirs. Ouais, je vais le produire. J'ai gagné 90 000 abonnés en 48 heures. Tu vois. Donc depuis le début, j'ai un bouton pas fermé. Combien tu as gagné d'argent avec tes t-shirts Je possède des thunes. Jusqu'à 30 ans, j'ai fait que de la merde. On en est où de ton feat avec Bagheera ? Ça commence à tarder. Upster avec David Castello-Lopez. Depuis quand ça existe le surimi ? Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Suisse. Tu n'as que 42 ans et tu as fait énormément de choses. C'est très gentil de dire que. Est-ce que tu te rappelles de la toute première vidéo dont tu te souviens avoir produit ? Est-ce que c'est la parabole des Tuileries ? Arrivés au Sacré-Cœur fraîchement rénové, vous payez le chauffeur avant de choisir un café pour la vue merveilleuse qu'il offre sur le monument. Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors ça dépend de quoi on parle. Parce que moi, quand j'étais enfant, il y a mon papa en 1990 qui a acheté un caméscope. Le début du moment où les caméscopes se sont rapetissés un petit peu. Alors, on dirait une blague quand je dis qu'ils étaient petits parce qu'ils sont démesurément grands par rapport à ce qu'il y a maintenant, mais par rapport à ce qui précédait, c'était un peu révolutionnaire. Il en a acheté un, et donc j'ai fait des petites choses avec ce caméscope. Et donc la première chose que je me souviens avoir faite, c'était c'était l'été 1996, et j'ai fait un espèce de petit film en stop motion avec mon cousin. Et c'était même pas du stop motion bien fait, dans le sens où genre, tiens, tu fais une image. C'est-à-dire on pouvait pas dire je veux une image sur la caméra. Il fallait appuyer, ça durait genre pas toujours la même durée, ce qui est quand même un des trucs centrales du stop motion, c'est qu'il faut que toutes les images fassent la même longueur. Et donc ça fait un truc, c'est pas irregardable, je l'ai encore vu il y a pas si longtemps. Ça dure, je crois que ça dure 9 ou 10 secondes, parce que stop motion c'est très machin. Mais en tout cas, c'était ça, le premier film produit, qui restait inédit, malheureusement. Qui n'a pas été diffusé. Qui n'a pas été diffusé sur YouTube. Après cette première prouesse et d'autres, tu as fait un choix de parcours qu'on n'a pas beaucoup en école de journalisme. Tu es parti genre 1 an à l'étranger, à Berkeley en Californie. Pourquoi ce choix ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté à part faire des très grosses soirées en fraternité ? Est-ce que t'es revenu de là avec vraiment quelque chose de différent que ce que tu avais appris en France ? Alors, plusieurs choses. Pourquoi j'y suis allé ? Ça faisait quelques années que j'étais fasciné par l'excellence académique américaine et ses universités et tout le folklore en plus qu'il y avait autour, et ce que tu dis des fêtes de fraternité, tout ça. Il y avait le fait que c'était, dans ce cadre-là, quand même une des meilleures universités du monde, avec probablement une des meilleures écoles de journalisme du monde, et que j'avais l'opportunité de le faire, et que j'ai postulé, et que j'ai été pris. Et donc ça, et j'avais une sorte de complexe d'absence de paillettes dans mes études. Je trouvais que mes études n'avaient pas été assez prestigieuses, ce qu'elles n'ont pas été vraiment. Et puis, depuis la terminale, j'étais entouré de gens qui avaient beaucoup mieux réussi que moi, parce que j'étais dans un bon lycée. Donc évidemment, quand on est dans un bon lycée, les gens, voilà, dont Clément Beaune, qui est quand même devenu ministre et qui était mon meilleur ami. Et toi, tu fais quoi ? Je suis en fac d'histoire, tu vois. Voilà, donc c'était un peu, il y avait un petit besoin de paillettes et un petit besoin de prestige. Un déficit extraordinaire, quoi, dans le parcours. De paillettes, vraiment. Okay. Je dis ça, c'est-à-dire vraiment genre, hey Berkeley, hey. Tu vois, je voulais pouvoir dire ça et avoir un petit effet, ce que j'avais jamais vraiment eu dans ma vie. Donc ça, c'est aussi pour ça que je suis allé. Et ensuite, alors les fêtes de fraternité, les fraternités, c'est ce qu'on a en tête pour les États-Unis. C'est très undergrad, les fraternités. C'est-à-dire c'est très 18, 21 ans. Là, j'étais dans une graduate school, comme on dit, donc c'est une école qui se fait après une licence, et souvent aux États-Unis, c'est les gens qui font des graduate schools, ils les font après avoir travaillé un petit peu. Donc j'étais déjà un peu vieux, j'avais 26, 27 ans, j'étais en dessous de la moyenne d'âge de l'école. Il y avait des gens de 30, 32, 35. Donc pas très check, le truc avec les entonnoirs dans le visage, tout ça. Donc on faisait pas ça. Et ensuite, sur ce que ça a changé, sur ce que j'ai découvert là-bas, tout ça a changé ma vie comme pas grand-chose. En tout cas, aucune année d'études n'a changé de ma vie à ce point-là. Et même globalement, il y a des fois, c'est assez facile de voir que mais en fait, ma vie aurait été profondément différente si j'étais pas allé à Berkeley. Parce que c'est là que j'ai découvert
plein de choses. L'excellence du journalisme américain. J'avais un côté un peu snob, mépris du journalisme avant. Et j'ai découvert aussi le web documentaire, qui était un truc qui a été très très cool pendant 2 ans et demi à la fin des années 2000, qui était genre, tu fais un documentaire, puis en même temps tu le mets tu fais des sites en Flash. Vous connaissez Flash, trop jeune pour Flash? Logiciel Flash. Logiciel Flash, où genre, tu sais, tu pouvais faire des sites qui bougeaient un petit peu, et donc tu cliques, et il y avait des trucs qui bougeaient, t'avais des choses qui apparaissaient au milieu du film pour dire est-ce que vous voulez cliquer là. Enfin, ça paraît nul et débile maintenant, mais c'était genre le nouveau documentaire, oh là là, et tu peux choisir de voir cette partie de l'histoire ou cette partie. Ça s'est ringardisé à la vitesse de la lumière, ce truc, mais pendant un court moment, c'était très cool, très hype, très les nouvelles écritures. Voilà. Et donc j'ai appris un peu à faire ça, et donc tout ça, je peux en gros tracer beaucoup des choses qui me sont arrivées après dans la vie à cette année d'études à Berkeley. Qui était en quelle année exactement? J'y suis arrivé le 20 août 2008 et j'en suis reparti le 29 mai 2009. Ok, donc la mémoire des dates, c'est pas une légende. Non. Après, ça va quand même s'enchaîner très vite, ta bio assez rapidement, mais tu vas chez Cap. Enfin, tu fais un peu de passage en Colombie, il me semble. Avant, d'accord. C'était un peu genre, je suis allé en Colombie, t'as vu. Et ensuite, j'ai fait des web documentaires, un peu, comme quand je suis arrivé à Paris, je me dis, moi je sais faire du flash. Donc je me suis vendu un peu comme ça. Je faisais des trucs un peu prestigieux pour Le Monde, tout ça, mais payer des misères, mais ça me paraît fou maintenant, quoi. Genre, un web documentaire, 1 mois de travail à plein temps comme un porc, machin, 500 € en facture. Oui, 250 € net, tu vois, c'est-à-dire c'est à peu près comme rien du tout. C'est moins que le RSA. C'est 2 fois moins que le RSA. C'est parce que tu étais différent. Parce que, tu proposes un Quelle truc... Quelle valeur on met sur ça, tu vois? Mais tout à fait. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Et c'était peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça que je voyais. Et surtout, c'était genre, non, j'ai une opportunité de le faire, il faut que je le fasse. Et la vérité, c'est que s'il fallait que je paye moi-même 500 € pour le faire, je l'aurais fait. Et ensuite, je suis rentré à l'agence Kappa, comme Larbin. L'agence Kappa, moins connue qu'elle l'était à l'époque, mais à l'époque... c'est la classe quand même. C'était pendant un moment, c'était la boîte de production de journalisme, reportage la plus prestigieuse en France. Ça commençait à décliner un tout petit peu, mais enfin on était quand même encore là-dedans. Et je suis rentré grâce à Flash, parce que j'ai dit, moi je sais faire du Flash. Ils m'ont dit, ouais peut-être. Puis tiens, on va faire un entretien aussi à l'Effet Papillon. L'Effet Papillon, émission qui a disparu, mais qui a été très très importante pendant 10 ans à la télévision française. Émission de reportage d'actualité internationale. On va voir les trucs sur la récolte du blé au Suriname, puis un truc sur... vraiment une émission où on parlait jamais de la France, et c'était que actualité internationale. Je suis rentré comme Larbin, et là, tournant, Parabole des Tuileries. Ouais. Et après ça a tout enchaîné. Ça a tout enchaîné, ouais. Et à la Parabole des Tuileries, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans. J'avais 30 ans. Et si tu veux, jusqu'à 30 ans, j'ai fait que de la merde, tu vois. Et vraiment que de la merde, tu vois. Et genre, c'est... Alors, bien sûr, rétrospectivement, tu vois... Chaque merde t'a amené quand même à quelque chose d'autre. En fait, oui. Bah oui. En fait, oui, j'ai glandé. J'avais un groupe de musique. J'ai appris à jouer des instruments, à faire des petits logiciels, à faire des trucs comme ça. Et j'ai appris à faire un peu de code. J'ai fait énormément de photos, mais que des trucs où ça menait un peu à rien, tout ça. Mais de fait, quand il s'est ensuite agi de genre, vas-y, je vais faire mes propres trucs, en fait, je m'étais formé ma race. Voilà. Mais dans les faits, si tu veux, je pense que j'ai été vraiment complètement indépendant financièrement, genre où j'avais un vrai travail et que je machin, etc. à 29 ans, et j'ai rien fait dont je sois même ne serait-ce qu'un petit peu fier avant l'âge de 30, tu vois. Et moi, je me demande à quel moment tu te dis, je veux plus être salarié entre gros guillemets, je veux être indépendant et je veux... Parce que tu as monté une boîte de prod quand même au bout d'un moment, tu as recruté tes propres équipes, etc. Oui. Déjà, donc première question, à quel moment tu te dis je fais mon truc à moi? Ouais. C'est quoi le déclic à ce moment-là? Et comment tu as staffé donc ce personne? Comment tu l'as retrouvé en fait? Alors, comment est-ce que j'ai décidé de me mettre tout seul? En gros, j'étais à l'agence Kappa, je travaillais à l'Effet Papillon. Là, j'ai proposé une chronique à l'Effet Papillon qui s'appelait Le Chiffroscope et qui était un dessin animé et qui a été le premier truc où genre, j'ai fait ce que j'avais envie de faire avec mon pote dessinateur qui s'appelle Léonard Cohen, très très fort. Et on a proposé donc ce dessin animé où on expliquait des choses, on posait des questions et on y répondait sur l'actualité internationale. Le monde est-il de plus en plus pauvre, par exemple? Et on y répondait en 2 minutes avec un dessin animé sur lequel il y avait des blagues et des chiffres, d'où le chiffroscope. Que faire pour limiter le nombre de suicides?
Et ça, c'était genre, on l'avait vraiment sorti de notre tête, quoi. Tu vois, c'était personnel. Et ça m'a fait faire un bond déjà parce que Canal+ a accepté. Et donc, tu fais un truc, tu es dans une boîte de prod, tu vends un truc au client principal de la boîte de prod, t'as coup, t'es libre. Mais là, t'as pas encore toi, ta boîte. J'ai pas encore moi ma boîte. Et ensuite, je me suis dit, putain, j'ai en fait envie de faire vraiment les trucs tout seul, quoi. Là, j'ai fait le pilote de Depuis quand. Avec mon propre argent, si tu veux. Ça m'a pris longtemps d'ailleurs, de tâtonnement, de machin, mais j'ai fait le pilote de Depuis quand. Là, je l'ai proposé à Canal+ encore, qui a dit oui tout de suite, vraiment, genre, tu peux faire ça demain, tu vois. Et il m'a dit, mais comment tu veux faire tu veux le produire, tu vois. Je fais genre, ouais, je vais le produire. Et j'avais aucune idée de comment on faisait, etc. Mais vraiment, quand en fait, on n'a pas d'autre choix. Il ne s'agit pas non plus de physique quantique, mais tu vois, en fait, je l'ai fait en plus de devoir pondre. Tu sais, j'avais pris un temps fou à faire cet épisode-là. D'accord, on me disait, d'accord, est-ce que tu peux en faire un toutes les semaines ou tous les 15 jours? Et je disais, mais ouais. Et en plus de devoir commencer à en faire plein d'affilée, j'ai dû créer mon entreprise, faire les statuts, etc. Et comment j'ai trouvé la personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Adrien Marchais, qui travaille toujours avec moi. J'étais prof. J'étais dans une école de journalisme qui s'appelle l'IFP, que j'avais faite d'ailleurs, l'Institut français de presse. Et en fait, j'ai pris 3 gars qui m'avaient semblé bons l'année précédente. Et je les ai pris un petit peu à l'essai, si tu veux, comme stagiaires. Okay. Et ensuite, et à la fin de cette année-là, et donc c'est eux qui m'ont... ces 3-là, cette année-là, qui m'ont aidé à démarrer le truc. Ouais. Et l'année suivante, j'ai pris Adrien à plein temps. En interne, quoi, tu l'as. Okay. Voilà. Et ça marche comment une journée d'Adrien et David pour créer un Depuis quand ou pour créer un intéressant chez Arte aujourd'hui? C'est toujours le même mécanisme? Non, c'est très différent et surtout ça dépend de la phase dans laquelle tu es de la production de la vidéo. Les journées les plus exaltantes et intenses, c'est les journées de tournage où tu as 3 jours sur place et où tu dois tout faire et il y a des choses qui sont prévues, quelquefois pas beaucoup, et donc t'es là genre vas-y, qu'est-ce qu'on va filmer, quelle blague il y a à faire, et tu sais, on se promène dans les rues, je dis putain attends, vas-y, filme ça, c'est une petite phrase machin, puis attends putain, si je fais ma narration comme ça, ok, il faut que je fasse ça et ça, donc on va filmer ça et ça, attends, va là-bas, va toi filmer ces 3 choses là, moi je rentre à l'hôtel et je commence à monter. Ah tiens, là il y a l'interview de ce type là, puis de ta coup tu sais, et hyper souvent, et je pense que Adrien a beaucoup vécu ça, c'est genre t'as une idée. Tu vois, et tu fais genre, ah putain, mais en fait, si on fait ça, est-ce que j'ai le temps là de machin, il faut qu'on fasse 400 km, mais genre, allez, vas-y, on y va, tu vois, on y va, et ça, c'est des journées très exaltantes. Je sais pas si Adrien, il kiffe trop. Encore récemment, il a un peu. Bon, après, c'était une journée qui avait commencé vraiment genre à 6h30 du matin, et il était 1h30 du mat, et je devais danser dans le noir, dans la rue avec des lumières, et vraiment, genre, ça se voyait qu'il avait envie de me tuer, quoi. Il avait envie de me tuer. C'est Adrien qui monte après? Non, c'est moi. Ok. Ah ouais, donc t'es vraiment dans l'opérationnel full. C'est moi. C'est Adrien qui monte intéressant en revanche. C'est pour ça que là, il y a une grosse différence. Intéressant sur Arte, c'est des images d'archives. Donc, en gros, c'est très charté aussi, si tu veux. Au moins un peuple dans le monde continue à acheter des CD. Les Japonais. Et ça, Adrien s'est formé et maintenant, c'est lui qui monte. Je modifie des petites choses de moins en moins. Et voilà, et ça c'est lui qui monte de son côté, à distance, chez lui. Donc on se voit même pas. Il me dit genre V1 prête. Voilà. Sur Slack. Sur WhatsApp. Okay. Ouais. N'importe qui a accès à n'importe quel créateur maintenant sur YouTube, notamment. C'est un peu en train de bouger aux États-Unis. On l'a vu en fait avec la Convention démocrate. Là, c'était un exemple assez flagrant la semaine dernière où il y a eu plus de choses mises en avant pour les créateurs de contenu que pour les journalistes. Ouais. Il y a même des créateurs qui ont eu Kamala Harris pour en faire un TikTok, alors que les journalistes galèrent depuis des mois à la voir, quoi, tout simplement en interview. Toi, tu le vois comment, cet écosystème qui est en train de se concentrer, entre guillemets? Est-ce que tu avais vu venir, toi, qui étais avant sur YouTube, une telle explosion? Tu vois, moi, je pense à des mecs comme Squeezie, Lena, Mr V aujourd'hui, qui sont les créateurs d'aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu avais vu venir ça? Et comment tu l'analyses, en fait aujourd'hui, tu vois? Pas du tout. J'ai pas du tout vu venir ça du tout. Moi, je crois que je regardais assez peu, surtout les créateurs de contenu français. Il y a un truc qui, je pense, m'a formé un peu, c'est que quand j'étais larbin à Kappa,
un de mes travaux, c'était de regarder ce qui se faisait sur Internet toute la journée, pendant 1 an et quelques. Donc, entre 2010-2011, tu vois. Et je regardais que des blogs anglo-saxons et que des trucs anglo-saxons, des trucs à l'époque qui s'appelaient Laughing Squid. Je me souviens, il y avait The Daily, je sais pas quoi... The Daily, je sais plus, il y a des trucs comme ça, et j'avais des fils RSS à l'époque, des trucs, mais qui ont disparu, j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était une des meilleures inventions de l'histoire de l'humanité. Rien ne l'a remplacé, et je pense qu'il y a un retour en arrière chelou, c'est comme si on avait désinventé la roue, enfin c'est chelou. Et je regardais énormément de choses, donc j'ai surtout été, nourri par des contenus américains, mais qui étaient toujours un peu genre de niche, tu vois. Je me suis dit, tu vois, oh tiens, ce sera toujours un peu une culture à côté de la culture principale. J'avais pas du tout imaginé que ça fusionnerait et qu'aujourd'hui, Kamala Harris, elle décide de parler à un TikToker plutôt qu'un journaliste comme ça. Je pense que du point de vue de ma connaissance des médias et de ce qui va marcher structurellement, j'ai aucune vista. Genre 0, je suis aveugle. J'ai cru au web documentaire de toutes mes forces, en pensant que c'était l'avenir du journalisme. En 1 an et demi, c'était à la poubelle de l'histoire, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas. T'as même été considéré comme un nouvel acteur du web. C'était ça. C'était ça. Je gagnais 500 € par mois, mais j'avais des articles qui disaient genre, les nouveaux auteurs du web, oh là là, machin, David Castel-Lopez, machin. Et ouais, et voilà. Et donc, non, c'était. Et juste aujourd'hui, tu regardes quoi, par exemple est-ce qu'il y a un truc sur l'information, en tout cas, où tu te dis, bon, et tu vois, je pense à Vox, mais c'est un peu un truc déjà que tout le monde regarde un peu aujourd'hui et tout. Ouais. Il y a un truc quand même, toi, qui te prend encore l'œil aujourd'hui Vidéo ? Ouais. Je regarde Hugo Décrypte. Ok. Parce qu'il y a le fait qu'il y ait c'est synthétique, ça va très vite. Je regarde les vidéos de Vox, bien sûr. Et je regarde Kurzgesagt. Je sais pas si tu connais. Ça c'est tout. Quand j'étais chef de service au Monde, c'était un peu des exemples pour nous. Vox, Kurzgesagt, c'est de la vidéo d'explication. Kurzgesagt, c'est de l'animation, donc des dessins animés. Et c'est des trucs qui coûtent une fortune. C'est infiniment bien fait sur la précision. C'est implacable sur le sérieux journalistique, tout en étant léger, beau, élégant, bien fait, clair. Enfin, c'est vraiment des choses qui se font le mieux au monde, quoi. C'est allemand pour le coup, c'est pas américain. Et Vox, bien sûr. Et sinon je lis énormément les journaux américains et anglais. Ok. Surtout. T'as un coup de cœur en news site américain? Moi personnellement, c'est le Wall Street Journal, mais est-ce que toi t'as un coup de cœur? Pardon, je lis TTSO aussi. Ah oui. Je sais pas si tu vois ce que c'est TTSO. La newsletter. Time to Sign Off. Ouais. Time to Sign Off, où c'est quotidienne et où c'est un peu comme Hugo Décrypte, et ils arrivent à faire ce truc que genre c'est systématiquement genre putain j'ai compris des trucs, c'est à la fois dense, clair et rapide à lire, et donc c'est très très bien. Coup de cœur, TTSO c'est un peu un coup de cœur, mais c'est pas et sinon non, moi ça reste mon trio que je regarde tout le temps, c'est The Economist, le New Yorker et le New York Times. Ok. Voilà, tous les jours. Magnifique. Voilà. C'est une très bonne newsletter quotidienne. Ouais. Il y a Upster, tu vois, c'est pas mal. Ok, très bien. Juste sur l'économie de la création. Ouais. Tous les jours. Toi, t'as aussi explosé à un moment grâce à une musique qui a explosé sur TikTok. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Déjà, TikTok, tu le vois comment? Parce que ça a été un énorme accélérateur de particules pour toi. Est-ce que tu crois que ça va le rester, et est-ce que c'est quelque chose que toi tu consommes déjà au quotidien ou pas du tout? Alors TikTok, oui, ça a été un accélérateur, je m'y attendais pas du tout. On m'avait prévenu, parce que j'avais des gens qui suivaient ça de près et qui me disaient, mais genre, en 2018, ils m'ont dit, mec, mets-toi sur TikTok, tu vois. 2018, il n'y a pas grand monde sur TikTok, tu vois. Je m'y suis mis, j'ai essayé de faire 2 trucs, ça a pas marché, j'ai fait... Vas-y, je comprends pas, ça me saoule. Et puis, et après, oui, il y a eu cette explosion qui s'est faite sur TikTok, sans que j'y sois pour grand chose au départ, puisque c'est pas moi qui l'ai posté sur TikTok, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça qui est encore plus fou. Et du coup, j'ai dit, mais attends, et personne sait que c'est moi. Et donc, je me suis là, du coup, un peu mis sur TikTok. J'ai mis ma version sur TikTok. J'ai gagné, je crois que j'ai jamais gagné autant d'abonnés aussi vite. J'ai gagné 90 000 abonnés en 48 heures, tu vois. Et ensuite, du coup, dans la foulée de ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu à TikTok, à regarder. Mais moi, ça me mange la tête, c'est pas possible, en fait. Ça me mange la tête. C'est pas mon... En fait, Instagram
me convient. Je sais que les choses ont tendance à commencer sur TikTok, puis à venir sur Instagram. Donc ça fait que je suis peut-être un peu en retard sur la connaissance des trends généraux. C'est un retard Ça que a pas l'air de te déranger ça non me plus. dérange pas de pas connaître le dernier truc au moment même où il sort, quoi. Ouais, Voilà. ça va. Donc voilà. Et je suis très peu sur TikTok. Je saurais même pas dire vraiment combien j'ai d'abonnés. Je crois pas mal, mais j'y vais une fois de temps en temps où il faut que je poste un truc sur TikTok aussi parce que tu vas toucher des gens qui sont pas ailleurs. Bien sûr. Mais assez peu. Et c'est aussi, je m'y suis pas intéressé depuis un moment. Je pense que ça a peut-être dû changer, quoi. Je me souviens quand même de beaucoup trop de gens qui dansent et que C'est vrai que ça a un et peu que ça me changé quand même. ça me plaît. Mais voilà. Puis c'est aussi peut-être que j'aime beaucoup les gens qui dansent. Ouais. C'est vrai ça. Et donc tu les regardes et donc tu me dis oh, putain, lui il aime les gens qui dansent. Et donc du coup on m'en foutait plein la gueule et un peu trop à mon sens. Voilà. Est-ce que la scène, c'était une ligne que toi, tu voulais ajouter à ton CV pour être le créateur ultime? Non, Toi c'est- qui as été journaliste, vidéaste, acteur du web, non, humoriste C'est en très non, tu y vois une stratégie qui vraiment n'existait pas, quoi. C'était c'est la chose la plus importante de ma vie, c'est mon travail, c'est la façon c'est de dire attends, est-ce que je peux faire ça? Putain, oui, peut-être machin et d'arriver à créer des choses dont moi je sois content et je me suis senti capable de le faire et j'ai senti que c'était un challenge qui me plaisait et que peut-être j'avais des choses à dire. Et donc je fais genre, ah, ça peut coller et c'est pour ça que je l'ai fait. Alors maintenant c'est cool parce que effectivement c'est une ligne en plus dans mon CV, mais sincèrement je te le dirais si ça avait été stratégique, ça ne l'était pas, quoi. Super. Voilà. Où est-ce que tu vas jouer alors Oh là ce là, spectacle eh bien, écoute, qui c'est- s'ajoute c'est- à ton CV qui c'est est immense. c'est bien que tu me poses la question. Je vais jouer dans de nombreux endroits. On m'a parlé du Grand Rex qui est complet. Et en particulier le Grand Rex qui est Ah là complet à la 15 octobre, salle de 2800 places. Ouais, je remplis des grandes salles, c'est comme ça. Moi, Est-ce que j'adorerais ça me fait venir. plaisir? Je Est-ce que cher- ça me En fait vrai, plaisir je cherche des billets Ouais. parce que j'ai très envie de te voir. À Saint-Maur-des-Fossés, à Saint-Cyr-l'École, tu joues, je crois aussi. Bah ouais, Ouais. parce que t'es par là-bas ou c'est un Non, kink? parce que T'as je un cherche une kink? salle qui est pas très loin. Ouais, t'as un kink banlieue? Ouais, Rambouillet, tu vois. Donc c'est Ouais, pas, Rambouillet, pas la ouais. grosse banlieue, quoi. Donc ouais, complètement Saint-Maur-des-Fossés. On va te mettre des places. On va te Ok, mettre des places ok. là où tu demanderas qu'elles soient mises. Et sinon, non, le Zénith. En juin. Le Zénith en juin 2025. Là, comment on est par rapport à ce type de salle pour toi, on est dans une petite appréhension quand même. qui est là, ouais. Donc depuis le début, j'ai un bouton pas fermé et vous me dites rien. Toi, t'es là derrière ta caméra et genre tu te complètes dans mon humiliation publique. C'est quoi la cible de la marque Castello Lopez? La marque Castello Lopez. Parce que toute marque a un peu une cible, une audience. Toi, tu me dis que tu as un peu des vieux, des trentenaires et tu as même des jeunes grâce à TikTok. C'est quoi tu sais ou pas ta cible? Je vois les gens qui viennent, c'est plutôt le cœur, c'est 18-40 ans, tu vois. Mais je vois qu'il y a toujours des gens un peu plus âgés et des gens plus jeunes. C'est encore plus le cas en Suisse où genre c'est extrêmement divers. C'est-à-dire que c'est même mon public en Suisse où j'ai fait beaucoup de vidéos en Suisse, ouais. etc. C'est vraiment, il y a vraiment, c'est familial, quoi, si tu veux, quoi. Voilà. Et Ok. ça c'est un truc qui me flatte et qui me fait plaisir de voir que chacun y trouve ce qu'il peut y trouver, mais en tout cas les enfants peuvent bien aimer. Voilà, je dis pas de gros mots, ou pratiquement pas. Et voilà, je crois que les enfants ils aiment bien les danses, les adultes aiment bien un peu plus la réflexion, d'autres aiment bien plus l'absurde. Bon, on a quelques quick questions. Est-ce que tu en as marre qu'on te prenne pour un Suisse? Est-ce que tu préférais qu'on te prenne pour un Portugais ou d'origine portugaise que tu es? Non, oui, je suis français et portugais. Non, en fait, il y a un truc. Quand tu commences à devenir un tout petit peu connu, tu développes des vanités et que tu n'avais pas avant. C'est-à-dire que avant, si on m'avait dit, on te reconnaîtra dans la rue pour n'importe quoi, j'aurais fait, c'est cool, ça me fait plaisir, machin. Maintenant, tu commences à dire genre. Comment je m'appelle, être vexé parce que quelqu'un qui te reconnaît pas assez, Ouais. tu vois, et tu dis genre vous êtes suisse, ben non je suis pas suisse, putain je l'ai qui, et voilà, et tout en ayant honte parce que c'est vraiment un truc de connard, quoi. C'est genre mais voilà, je suis un petit peu picky maintenant sur pourquoi on vient me voir dans la rue. C'est honnête de le dire déjà. En vrai. Bah, tu sais, mon spectacle s'appelle Authentique. C'est vrai. J'essaye d'être honnête dans la mesure du possible. Juste sur les dates alors, toi qui aimes retenir les dates, celle de ta première vidéo postée sur YouTube, est-ce que tu l'as? Ça va être dur à dire, mais je sais très bien qu'est-ce que c'était et quand est-ce que je l'ai créé. Je ne l'ai pas posté exactement au même moment. En janvier 2000,
16, j'ai fait un truc pour le Gorafi où c'était une sorte de faux débat, plateau télé, genre machin, faux débat, et c'était faut-il faire confiance aux Allemands et, et ça me fait encore rire de machin. Et j'avais composé pour ce moment-là une chanson qui s'appelait Allemagne, I Make Love Into Your Face. Qui était un truc un peu disco comme ça, un peu une des premières chansons que j'ai faites, un peu électro comme ça, et je l'ai posté sur mon compte après. Okay. Et il y a des gens qui en sont petite frange, c'est très de niche, parce que c'est n'importe quoi, mais il y a une petite frange de gens pour lesquels c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, quoi. Ever. Voilà. L'humoriste, le journaliste ou le créateur qui va tout exploser selon toi et dont on parle pas encore assez, en tout cas en France. Est-ce que tu as un nom en tête? Ouais. Moi, je pense Elliot Doyle. Hein. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Le Belge? Non. Ou pas du tout. Non, je confonds. Non, okay. il est français. Je l'adore. Vraiment, je l'adore, quoi. Je le trouve très très fort. Il a un humour absurde. Très très humour absurde, mais il le fait très très bien. Et je pense qu'il est très fin et intelligent. Et voilà, je pense qu'il a commencé à quand même à... Enfin, tu vois, il est par rapport à il y a un an, mais je pense ça va devenir quelqu'un d'important, quoi. Trop bien, on ira voir. Voilà. Ton feat avec Bagheera, t'as des infos? Putain, non, on n'en a pas reparlé depuis. Parce qu'on a reparlé il y a un an, puis sur scène avec Smalltalk au mois d'avril, je crois. Et non, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Parce qu'en plus, moi, c'est vraiment des trucs dans la vie, j'aime pas. Je suis arrivé en retard à cette interview-là, d'une demi-heure. Oui. Et genre, je suis pas bien, quoi. Ouais, j'aime pas ne pas dire j'aime pas ne pas faire ce que je dis que je vais faire. Et là, on est quand même dans un cas d'école de je dis pas ce que je fais que je dis. Voilà. Est-ce que Clément Beaune est toujours ton BFF? Non, c'est plus mon BFF, mais on s'écrit régulièrement. C'était son anniversaire le 14 août. On a parlé un petit peu. On dîne ensemble une fois de temps en temps. Mais bon, à l'époque du BFF, on passait toutes nos journées ensemble au lycée, puis on sortait, puis on s'appelait pendant 1 heure. On dormait les uns chez les autres. On allait en vacances ensemble tout le temps. C'était mon confident absolu de tous mes problèmes d'amour de quand j'avais 16 ou 17 ans. Donc non, nos rapports sont moins fréquents qu'à cette époque-là. Les rapports ont évolué. Ouais, voilà. Est-ce que tu sais combien tu as gagné d'argent avec tes t-shirts Je possède des thunes? Parce que moi, tu le sais. C'est dur à dire parce que je crois que... Parce que maintenant, je t'en vends ils sont en vente dans les spectacles, tout ça, machin. Je dirais globalement... quelques dizaines de milliers d'euros. Okay. Je ne saurais pas dire exactement combien. Ouais. Ok. Je dirais 25-30, tu vois. Ok. Voilà. À mon entreprise, donc pas à moi spécifiquement. Très important de le Très rappeler. important de le rappeler. Donc, si tu veux faire un truc, ce que ça fait en argent à toi, c'est la moitié. En gros. Ok, très bien. Eh ben écoute David, T'as merci. encore quelque chose? Vas-y, je réponds en me levant. Je réponds en me levant. Vas-y, dis-moi une non, question. Quand est-ce que tu as su que ça allait que ça marchait, ce que tu faisais, tu vois? C'est quoi la première fois où tu t'es dit ah putain là ça marche? Quand j'ai fait, parce que j'ai fait depuis quand 1 an et demi dans le vent, personne regardait, juste même pas ma famille, je crois. Et ensuite, brusquement, j'ai fait un épisode qui a explosé sa race, qui était depuis quand ça existe, les gens qui disent bonjour. Ah, oui. Au lieu de bonjour. Et là, du jour au lendemain, ça fait des millions de trucs de partout. On te reconnaît dans la rue. Voilà. Et à partir de là, tous les autres épisodes ont eu du succès aussi. Donc c'est le moment où je me suis pas dit que ça allait marcher. Très sincèrement, j'étais assez sûr de moi, sûr depuis quand. Je me disais genre putain, je trouve ça vraiment bien. Ça prenait pas. Et là, donc j'avais l'impression intérieure de mériter le succès, mais de ne pas l'avoir avec ce truc-là. Et finalement, je l'ai eu. Donc j'étais content. Super. Allez, ciao. Ciao.